bienvenue pour ce nouveau numéro du Secret d'Histoire. Avec vous ce soir, j'ai le plaisir de vous retrouver sur les rives du Saint-Laurent pour évoquer avec vous un personnage totalement oublié de notre histoire. Jean-Baptiste Deschaillons, dit Saint-Ours. Mais qui est Saint-Ours? Un authentique aventurier pour les uns, un simple séducteur pour les autres. Mais qui est Saint-Ours? Je vous propose d'explorer un Saint-Ours intime comme vous ne l'avez jamais vu. À travers les personnages ainsi que les lieux qu'il a aimés, ce soir nous allons partir à sa découverte. Entre Versailles et Montréal, entre Dampierre et Québec, son destin nous emporte déjà. Suivez-moi. C'est entre Montréal et les châteaux de France que nous partons ce soir, à la découverte du personnage de Saint-Ours. Il est certain que lorsque Saint-Ours arrive à la cour, eh bien il est exotique naturellement. Saint-Ours, c'est de ces héros incomparables. Ils vont faire... Saint-Ours est également ce voyageur infatigable. Entre la France et Québec, il n'aura cesse que de faire des allers-retours pour voir ces belles. Je me trouve ici au château de Choiseul-Beaupré. Ce ravissant petit château, tout à fait idyllique, fut le refuge des amours de Saint-Ours et de mademoiselle Choiseul-Beaupré. C'est alors en 1752, à l'été, que leur rendez-vous secret commence. Mais rappelons-nous quelques années auparavant. Ils se rencontrèrent en 1748 au château de Dampierre, lors d'une fête incroyable que le duc de Luynes organisa pour le roi Louis XV, pour ses plaisirs. C'est alors que Saint-Ours, qui déclame les récits de la Nouvelle-France, de ses beautés, de ses paysages extraordinaires, de ses lacs et ses forêts, ses caribous et ses castors. Et alors, la romance va commencer. Croisant le regard de mademoiselle de Choiseul-Beaupré, il ne sera que résister que peu de temps. Il est certain que lorsque Saint-Ours arrive à la cour, eh bien il est exotique naturellement. Parce que lorsqu'on arrive du Grand Nord canadien, avec tout ce on peut vivre comme aventure, hein, sa vie à lui-même est une aventure. Vivre au Québec, c'est très risqué à cette époque. Hein. D'ailleurs, on ne survit pas souvent. Hein. On dit qui survit, il vit. Hein. Alors, il traîne derrière lui, évidemment, cette réputation. Dit-on, quand Saint-Ours passe, les Anglais trépassent. Alors, évidemment, il arrive avec tout ce panache. Alors, quand il arrive à la fête organisée par le duc de Luynes, pour Louis XV, évidemment il est exotique. Alors toutes les dames de la cour se parent, se pompent. Alors on l'écoute parler des castors, des grands lacs. Lui il est passionné, il donne des images vraiment presque fantasmagoriques du Québec. Et puis il y a la petite Choiseul-Beaupré, elle le voit. Et là, elle tombe sous le charme de cet homme qui... elle n'en a jamais vu des comme ça. Hein. Elle est habituée aux gars très efféminés de la cour, ou alors aux grands séducteurs tels le Pank et le duc d'Ayen. Voilà, hein, je veux dire, pour elle, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Hein. Donc, évidemment, et puis celle qui va surtout causer presque la perte de Saint-Ours, c'est Madame de Pompadour. Mais c'est surtout ces récits guerriers qui font que Saint-Ours impressionne les hommes de la cour. Car, depuis la bataille de Fontenoy, pour les hommes de la cour, c'est un défi. Si mademoiselle de Choiseul-Beaupré tombe immédiatement sous le charme de Saint-Ours, une autre encore va tomber sous le charme du beau Canadien. C'est la favorite en personne, Madame de Pompadour. Le drame est alors inéluctable. Le roi comprend l'attrait que la favorite accorde un petit peu trop pressamment aux Canadiens.
Le soutien bien trop passionné de la marquise de Pompadour envers le beau Canadien n'a rien d'anecdotique, car cela déplaît vraiment au roi. On en rigole même et on caricature tout cela. Alors oui, effectivement, l'épisode avec Madame de Pompadour, ça va très loin. Elle l'invite dans ses appartements, il rigole, donc il participe même au petit souper du roi. Bon, Louis XV commence sérieusement à faire la tronche au bout d'un moment, hein. Ça va un peu trop loin à son goût. En 1754, alors tout change. Saint-Ours devient veuf. Après une lente agonie et une mort bien mystérieuse, dont on retrouve le corps dans le fossé, sa femme disparaît. C'est alors que Saint-Ours se sent pousser des ailes. Il n'a plus à se cacher et vit son idylle amoureuse avec mademoiselle de Choiseul-Beaupré. Seulement, les ennuis font commencer, car la famille de madame de Choiseul-Beaupré ne compte pas laisser la jeune demoiselle au bras du beau Canadien. La petite Jeanne de Choiseul-Beaupré et de ses petites aristocrates. Sa mère, qui était la dame d'honneur de la reine Marie d'Ezenska, est d'un père tyrannique, Grégoire de mauvaise foi. Elle s'ennuie, elle tombe éperdument amoureuse du beau Canadien. Ceci sera la plus belle histoire de sa vie. Bien loin des minauderies de la cour, car Saint-Ours commence à se lasser et à manquer du Québec. Même s'il aime profondément mademoiselle de Choiseul-Beaupré, toutes ces fastes et ces calomnies commencent à le lasser. Il manque à son Québec. Et c'est bien oublié que Saint-Ours est avant tout un soldat. L'un des descendants des compagnons de Saint-Ours, la famille Finlam, nous a exceptionnellement donné la permission de regarder cette relique, ayant appartenu à l'un de ses compagnons, malheureusement tombé par-dessus bord. Il avait d'ailleurs hérité ce surnom de Finlam, car il aimait un peu trop l'eau. Rappelons-nous qui étaient ces compagnies franches de la marine. Fondées en 1673, les compagnies franches de la marine sont un extraordinaire corps d'élite. Ils vont protéger les acquis du royaume de France pour cette chère Nouvelle-France, jusqu'à la chute de la ville de Québec, reprise par les Anglais, et la fin en 1761. Alors Saint-Ours n'était pas seul, en vérité, car il avait toujours ses compagnons avec lui. C'est un homme qui ne se balade jamais seul. Bon, le plus fidèle d'entre eux, qui d'ailleurs l'accompagne durant sa première visite en France à Dampierre, au château de Dampierre, pendant ce fameux événement du duc de Luynes, c'est son compagnon le plus fidèle, c'est Ignace Pignon dit l'Arsouille. Mais vous savez, c'est ces petits noms qu'on donne dans les compagnies franches de la marine, qui vont donner évidemment des patronymes au Québec. Et son deuxième fidèle compagnon, c'est Picard. Alors lui aussi, selon les anecdotes, il est très drôle, hein. Il finit chez les Indiens un peu avant Fort Necessity, il devient général de milice. Enfin, c'est une joyeuse compagnie voilà, qui l'embarque et qui va même emmener jusqu'à Versailles, hein. Bah alors, bon, ça devient les coqueluches de la cour, hein. Il faut bien se rendre compte de ce que c'est, hein, à cette époque, parce qu'on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ces petits gnomes des bois qui sortent et qui arrivent dans le plus beau château d'Europe, hein. Oui. Ces joyeux compagnons sont alors inséparables. Il y a la voix, il y a Ignace Pignon dit l'Arsouille, il y a Picard, il y a la tendresse ou Finlam. Ces joyeux compagnons sont au service de Sa Majesté. C'est un peu les incroyables au service de Sa Majesté. Le roi les aime beaucoup, hein. D'ailleurs, il a une tendresse justement pour chacun d'entre eux, hein, parce que là, ils sont quand même incroyables. Parce qu'après tout, certains d'entre eux ont sauvé la vie de sa fille. Il faut rappeler que la princesse Adélaïde, qui va dans le château Médavie en Normandie, qui va voir ses copines, sur les limites trucidées, on sait où. Le petit Jean-Baptiste, né au sein d'une des familles les plus prestigieuses de Nouvelle-France, les Saint-Ours, établis sur les rives du Saint-Laurent depuis le milieu du XVIIe siècle.
Il est le 8e enfant d'une fratrie. Avec sa petite sœur, Marie-Angélique, ils naissent en 1718. Est-ce que le destin le promettait à la vie qu'il a eue? Vous savez, je pense que Saint-Ours fait partie de ces héros qu'on ne peut pas oublier. Et si vous demandez aujourd'hui même encore à Québec ou à Montréal qui connaît Saint-Ours, tout le monde va vous répondre. Et il y a pas de chance quand on vous dit si je connais pas.